Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Comment ça va les filles? Super, toi? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Semaine de congé pour la victoire de Montréal, mais pas semaine de congé pour nous à avantage numérique. Semaine de congé, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est chaque équipe a une semaine de congé dans l'année, en fait, dans la saison. Et là, ça tombe cette semaine du côté de la victoire de Montréal. Donc, peut-être un petit peu moins de nouvelles, à part, évidemment, les matchs du week-end. Et je trouve tellement ça arrive à un mauvais moment pour la victoire. Puis je sais que tu peux pas prévoir ça, là, c'est prévu au calendrier, mais deux belles victoires, tu sais, c'est plein de momentum cette fin de semaine-là. Puis j'imagine qu'on va y revenir dans nos moments de la semaine. Et là, ben baf, tu sais, on arrive avec une semaine complètement de congé. Je pense que le prochain match, c'est le 29 janvier. Par contre, on revient avec deux matchs en deux soirs à la Place Belle, un mercredi puis un jeudi. Bien hâte de voir les foules, les assistances. On sait qu'en semaine, c'est des fois un petit peu plus difficile. Bien hâte de voir comment les gens vont réagir à ces deux matchs en deux soirs-là, mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Commençons immédiatement avec les moments de la semaine. Anne-Sophie, ton moment de la semaine, ça a été quoi, toi? Ben, en fait, tu l'as un peu touché en entrée de jeu. Pour moi, c'est les deux victoires de Montréal qui a vraiment sécurisé sa place là, au premier rang. La première victoire qui a eu lieu le vendredi 17 janvier contre le Minnesota dans le pointage de 4-2. Puis l'autre qui était un moment quand même assez historique où que c'était le match au centre Vidéotron, où que Montréal, un match très serré, que ça a fini 2-1 pour Montréal. Je pense que ces deux victoires-là ont été très méritées par l'équipe de Montréal. Puis, tu sais, que dire des gens dans les estrades? Tu sais, les gens, là, il y a eu quand même un record de présence de spectateurs dans les estrades, plus que les gens de la Ligue junior majeure. Puis, Kim, elle mentionnait, tu sais, il devrait avoir une prochaine équipe à Québec. Est-ce qu'avec cet engouement-là, puis avec la réponse qu'on a eue, on va avoir une équipe? Bon, Pat, tu le disais avec tes connexions, là, que peut-être ce serait pas l'endroit de prédilection pour le moment. C'est pas nécessairement mes connexions, c'est ce que j'entends, mais en même temps, tu sais, les choses bougent vite. T'sais, à un moment donné, je pense pas qu'on avait Vancouver et Seattle dans notre mire. Puis les deux matchs là-bas ont peut-être aussi fait changer d'idées certaines personnes. Mais je fais une parenthèse, puis je vais te redonner la parole après, Anso, mais j'ai adoré ton idée de la semaine dernière où on pourrait amener juste une nouvelle équipe d'expansion, puis peut-être booster un peu les alignements, puis avoir plus de joueuses sous contrat dans chaque équipe. Moi, je pense que ça pourrait être une très, très belle solution qui règle deux problèmes. D'ailleurs, je m'en inspire pour mon prochain article sur le tvsport.ca. Je te vole ton idée, mais je te donne le crédit quand même, là. Je suis un gars correct. Mais... Correct, tu me citeras dans ton article, je te donne le droit, là. Ah, yeah, merci. Mais, puis à ce moment-là, je me demande à quel point ça sera pas juste un marché américain. Mais est-ce que éventuellement Québec va avoir une présence dans la Ligue? J'imagine que oui. Est-ce que ça va se faire dans les premières équipes d'expansion? C'est là que j'ai un plus gros bémol. Mais bon, c'est une longue parenthèse. Ben c'est ça. Fait en gros, mon moment de la semaine, c'était vraiment que Montréal collecté 6 points en deux matchs. Oui. Et là, on a quand même 11 parties jouées avec 23 points. Minnesota ont 2 parties de plus que nous, donc ils ont 13 parties jouées avec 20 points. Ça l'a vraiment donné là, un peu d'air à Montréal pour essayer de respirer. Puis on le sait, hein, ces points-là sont tellement importants en temps réglementaire. L'année passée, je le mentionnais, ça a été un peu le problème de Montréal, où il y a eu beaucoup de victoires ou défaites en temps réglementaire. On n'était pas capable d'aller chercher ces 3 points-là. Donc, on a vraiment sécurisé notre place au premier rang, puis d'avoir pu profiter de ces moments-là. Puis j'ai trouvé ça le fun de la part du personnel d'entraîneur du côté de Montréal. Ils ont commencé leur alignement avec les Québécoises à l'attaque. Donc, on avait Marie-Philippe Poulain, Alexandra Labelle et Catherine Dubois, puis bien évidemment Anne-Renée dans les filets. J'ai trouvé que ça faisait un beau clin d'œil pour la Ville de Québec. Non, absolument, absolument. Je devais être au match, comme je vous avais mentionné la semaine dernière. Malheureusement, ma mère a eu un petit
un petit incident est tombé dans le stationnement alors que je m'apprêtais à quitter pour Québec. Donc, plus de peur que de mal, mais bon, ça a foiré mes plans pour le dimanche, donc j'ai pas pu me présenter au centre Vidéotron, mais j'ai regardé le match évidemment à la télévision et l'ambiance semblait extraordinaire. Puis Anso, tu l'as mentionné, là, 6 points, tu sais, deux victoires en temps réglementaire, c'est tellement important, ça fait tellement une différence dans cette ligue-là que d'avoir justement ces 6 points-là en 3 jours, en 2 matchs. C'est ce qui fait là, que Montréal a présentement 3 points d'avance avec 2 matchs en main. Donc, on est très, très bien positionné. Puis non seulement ça, on a un match en main sur Ottawa et on est rendu à 6 points d'avance sur Ottawa. Donc, ça aussi, là, c'est intéressant, là, Ottawa qui est présentement là, au 3e rang. Donc, oui, grosse performance de la victoire là, en fin de semaine dernière. Toi, Kim, ton moment de la semaine? Moi, mon moment de la semaine, en fait, la semaine passée, quand on a fait le podcast, j'avais dit que Marie-Philippe Poulin allait avoir une bonne performance à Québec. Elle a eu une très bonne performance, mais je me suis trompée de Québécoise. C'était Catherine Dubois. Moi, Catherine, en fait, c'est malade qu'est-ce qu'elle a vécu à Québec, tu sais, qu'elle ait marqué un but là-bas devant sa famille. Tu l'as vu quand elle a célébré, elle a pointé ses partisans dans les estrades, même après quand elle a eu l'étoile du match. Tu as vu qu'il y avait de l'émotion. Puis, tu sais, c'est une fille très émotive, là. On la voit en entrevue. Elle a pas de filtre. Elle dit qu'est-ce qu'elle pense. Puis c'est le fun, les gens aiment ça. T'as vu comment que les partisans de la victoire, ils l'adorent, Catherine. Ils espéraient qu'elle ait un contrat cette année. Elle en a eu un. Elle mérite sa place. Puis on voit depuis les derniers matchs là, qu'elle a beaucoup plus de temps de glace. On la voit devant le filet en avantage numérique, qui est une très bonne nouvelle parce qu'elle devrait être là par rapport à sa carrure. Fait que je suis extrêmement fière d'elle. Je suis contente qu'elle ait vécu ça devant sa famille, ses amis à Québec. Puis c'est ça mon moment de la semaine. Là. Je suis extrêmement fière d'elle. Ouais, ça a été un beau week-end. Pour vrai, tu sais, il y a très peu de négatifs, s'il y en a, à retirer de ce week-end-là, même au niveau des codes d'écoute. L'auditoire pour le match de Québec, ça fait 130 000 téléspectateurs. C'est la deuxième plus forte cote d'écoute de la saison. Ce qui est quand même pas rien, étant donné que le match était à RDS et non pas à ICI Télé, là, à Radio-Canada, qui veut pas plus d'abonnés. C'est pas des abonnés, c'est juste plus disponible qu'à RDS. Puis je pense que c'est 85 000 du côté de vendredi soir, qui est quand même un soir pas nécessairement évident tout le temps pour de la télévision. Tu sais, le vendredi soir, les gens, ils sont occupés, ils ont des sorties, bon, il y a des trucs. C'est le début du week-end, donc pour vrai, ça a été du positif, je pense, tout au long du week-end. Donc, très, très, très le fun pour la victoire. Moi, je vais aller ailleurs, je vais sortir un petit peu de la LPHF, même si ça concerne la LPHF, puis j'y allais avec le hockey international. C'est-à-dire que pour moi, mon moment de la semaine, puis je le mentionne parce qu'on l'a dit ici sur le podcast, c'est qu'on a dévoilé du côté d'Équipe Canada les 25 joueuses qui vont faire partie de la série de la rivalité pour les 2 prochains matchs là, en février prochain. Et il y a 4 nouvelles joueuses, dont la gardienne de but Corinne Schroeder des Sirènes de New York. Enfin, je ne sais pas si on a écouté notre podcast du côté de Gina Kingsbury puis Troy Ryan, j'en doute, mais je veux dire, n'importe qui avait des yeux pouvait voir, là. Tu sais, c'était un choix pleinement mérité de donner ce 3e poste-là à Corinne Schroeder, surtout sachant que, c'était quoi, en novembre, lorsqu'il y a eu les premiers matchs, les 3 premiers matchs de série de la rivalité, c'était Kristen Campbell qui les avait eus, qui avait eu ce poste-là. Et Corinne Schroeder connaît vraiment une bien meilleure saison que Campbell jusqu'à présent. Il y a 3 autres nouvelles dans l'équipe. Sophie Jake, du côté du Frost. Il y a Mika Zandy-Hart, du côté des Sirènes également. Et une attaquante de la Victoire de Montréal, Jennifer Garner, qui se joint également à l'équipe. Donc, celles qui ne seront plus là, il y a la défenseuse qui joue au niveau de la NCAA, Chloé Primerano, qui est, comme on sait, la jeune défenseuse de 17 ans. Il y a également Nicole Gosling, qui est également dans la NCAA. Donc, en février, habituellement, les joueuses de la NCAA ne viennent pas avec Équipe Canada pour la série de la rivalité. C'est plus rare, à tout le moins. Et puis, on a également coupé pour cette
ces deux matchs-là, Jamie Bourbonnais, la joueuse de défense de New York. Donc, on amène quelques nouveaux visages. C'est sûr que pour Troy Ryan et puis pour Jenna Kingsbury, ça permet d'évaluer également du nouveau talent en marge du championnat mondial qui va avoir lieu en avril prochain. Donc, c'est ce que la série de la rivalité, à défaut d'avoir... c'est pas à défaut que je veux dire, mais tu sais, on en a souvent parlé, là. Est-ce que la série de la rivalité va continuer? Est-ce que ça a toujours la même importance? Ça vient donner une pause de plus dans la saison de la LPHF, mais l'autre côté, ben, ça permet justement d'avoir des essais, ça permet d'essayer de nouvelles joueuses avec l'équipe nationale, de voir qu'est-ce qui colle, et puis de pouvoir faire un meilleur choix plus tard pour le championnat mondial qui va avoir lieu, je le répète, là, au mois d'avril. Donc, le Canada mène cette série-là 2-1 jusqu'à présent. Et dernière petite statistique, puis ça rejoint, je ne me rappelle pas si c'est toi, Kim, la semaine dernière, qui parlait de Jessie Aldridge. Oui. Ouais, bon, ben, elle fait partie des seules joueuses. Dans le fond, il y a 9 des 20 premières marqueuses ou pointeuses plutôt de la LPHF sont canadiennes. Et de ces 9 joueuses-là, il y en a juste 3 qui ne font pas partie de l'équipe. Claire Dalton, puis bon, c'est correct, le Dalton connaît peut-être une saison offensive un petit peu... une saison qu'on s'entendait peut-être pas. C'est quand même une joueuse de troisième trio avec la victoire de Montréal, je peux comprendre. Il y a Michaela Cava également et il y a Jessie Aldridge, qu'on a mentionné également, je pense, la semaine dernière, que peut-être, à un moment donné, ça serait le fun d'avoir Aldridge avec l'équipe ou davantage avec l'équipe canadienne. Donc, c'est les 3 seules joueuses là, canadiennes parmi les 20 meilleures qui ne font pas partie de l'équipe. Évidemment, il y a les régulières, là, ce qu'on dit en anglais, les usual suspects, qui sont, puis du côté de Montréal, ben, il y a Erin Ambrose, il y a Marie-Philippe Poulain, il y a Christine O'Neill, et on a mis Laura Stacey. Laura Stacey est là, on connaît du tout son état de santé, on ne sait pas quand il va revenir, c'est silence radio à ce niveau-là, du côté de l'équipe, du côté de la Ligue. Donc, évidemment, là, il y avait une semaine de congé, donc il n'y avait pas vraiment de mise à jour à donner. Voyons voir si elle sera des matchs à la fin janvier, le 29 et le 30, et bien, éventuellement, pour la série de la rivalité. Donc, quelqu'un pourrait peut-être éventuellement prendre cette place-là là, du côté de l'équipe nationale canadienne. Alors ça, c'était nos moments de la semaine. Maintenant, la joueuse de la semaine, de ton côté, Kim, qui t'a impressionné dans les 7 dernières journées? Moi, c'est Abby Boreen. Dans les derniers matchs, elle a vraiment eu des belles performances. Tu sais, ça va quand même bien depuis le début de l'année pour elle. Mais là, la deuxième étoile de la semaine, elle a eu 2 buts, une passe en 2 matchs. Puis, tu sais, on avait peur qu'est-ce qui allait se passer avec... Voyons. Avec la blessure de Laura Stacey. C'est ça, je cherchais son nom. Avec Laura Stacey, on avait peur, mais je trouve que Montréal, tout le monde a comme monté d'une coche, tout le monde. Puis pour vrai, tu sais, oui, elle nous manque sa glace, là, mais ça l'a pas paru qu'elle était pas là. J'ai trouvé que les filles ont toutes pris un step pour remplacer son manque sur la glace. Puis Boreen, c'est quelqu'un qui a ressorti lors des derniers matchs. Puis je suis vraiment contente pour elle. Fait que pour ses performances, c'est ma joueuse de la semaine cette semaine. Oui, définitivement. Tu sais, Abby Boreen, ça avait d'ailleurs été mon choix dans nos prédictions pour qu'elle marque dans le match entre Montréal et Minnesota. Elle a marqué 2, comme tu l'as mentionné. Puis c'est elle qui a été appelée là, à jouer aux côtés de Marie-Philippe Poulain et Jennifer Garner sur le premier trio de l'équipe. Elle mène l'équipe avec 8 points en 11 matchs, dont 5 buts. Elle est maintenant au 8e rang des meilleures pointeuses de la Ligue. Et quand on regarde les meilleures buteuses, ben il y a beaucoup. Là. Il y a 7 joueuses qui ont 5 buts, dont Abby Boreen et Marie-Philippe Poulain. Donc, c'est quand même pas rien. Là. Marie-Philippe Poulain, oui, on s'y attend qu'elle se retrouve là. Tu sais, il y a Sarah Fillier, Alex Carpenter, avec les débuts de saison qu'elles ont connus. Et pourtant, ben Abby Boreen est en train de les rattraper. Là. Boreen est à 2 points d'Alex Carpenter, à 3 points de Sarah Fillier. Il s'est compté beaucoup de buts en début de saison, on dirait, et un peu moins là, dans les dernières semaines. Et là, Abby Boreen, elle, ben, est en train de se placer très avantageusement, je vais le dire comme il faut,
Et on lui a demandé d'ailleurs la semaine dernière, lorsque j'ai été à l'entraînement jeudi dernier, si elle continuait, comment ça marchait avec ses études, parce qu'on sait qu'elle continue ses études à distance. C'était ça un peu l'entente qu'elle avait avec l'équipe pour venir ici à Montréal, elle qui vient du Minnesota. Et elle disait que ça se passait super bien jusqu'à présent. Puis justement, là, elle était pour recommencer là, très bientôt. Là, elle était en pause, évidemment, pour le temps des fêtes. Elle était pour recommencer très bientôt. Donc, pour vrai, félicitations à Abby Boring qui, s'adapte très, très bien à son nouvel environnement, à sa nouvelle réalité, à sa nouvelle équipe. Puis en plus, qui devient la première pointeuse de l'équipe. Puis ça, je pense qu'en début de saison, il n'y a personne qui s'y attendait. Là. Non, puis c'est sûr que, tu sais, c'est sûr que là, si elle évolue sur le premier trio, elle va avoir beaucoup plus de temps de glace. Puis, tu sais, plus de temps de glace, je veux dire probablement plus d'opportunités de marquer. Moi, je pense que c'était quand même tu sais, on a glissé un mot, qui va être la personne qui va jouer avec Marie-Philippe. On dirait qu'on cherchait vraiment parce qu'il y avait des remaniements de trio. Puis j'ai l'impression qu'avec elle, à ses côtés, ça fonctionne quand même bien. Puis sur son premier but, c'était une excellente passe de Jennifer Gardner. Là. La gardienne, elle a vraiment mordu. Puis, tu sais, elle avait le but pratiquement à désert sur une passe latérale. C'était un jeu qui était magnifique. Mais j'ai l'impression que ces trois-là, si on les laisse ensemble, vont commencer à avoir une chimie qui va s'installer là, quand même assez rapidement. Non, puis tu parlais de temps de glace. J'ai ça devant moi. Là. Tu vois, depuis le début de la saison, là, c'était entre 14 et 17 minutes. Et les 2 derniers matchs où elle a évolué sur le premier trio, on parle de 19 et de 20 minutes. Là. Donc ça, c'est 3, 4, 5 minutes. C'est énorme dans un match de hockey. Et justement, puis de jouer avec des joueuses aussi talentueuses, Gardner et Pou, c'est sûr que ça peut juste aussi aider ta production offensive. Donc, pour vrai, Abby Boring, je pense que c'est une belle découverte du côté de Montréal. Puis, ça va s'avérer être un excellent choix de 3e ronde en bout de ligne du côté de l'équipe. Ta joueuse de la semaine de ton côté, Anso? Moi, c'est Alina Muller qui avait un début de saison assez difficile. Elle a eu aucun point à ses 8 premiers matchs. Puis elle avait eu un point le 11 janvier contre Ottawa. Elle avait fait une passe. Donc, tu sais, elle a un point à ses 9 matchs. Puis là, le match contre Toronto du 22 janvier, elle a eu un but, 2 passes. Donc, elle a finalement marqué son premier but. Ça a été honnêtement le meilleur match depuis le début de sa saison. On en parlait énormément à quel point on mettait de la pression sur Hilary Knight. On avait vu Bill Cap et Tapani qui avaient aidé à contribuer. Puis là, c'est le fun d'aller chercher un petit peu plus de profondeur du côté de Boston parce qu'Alina Muller était quand même un des bons choix de Toronto, de Boston, lors du repêchage. Fait que c'est le fun de la voir contribuer. Puis tu sais, quand tu es un joueur puis que ça fonctionne pas, ça commence à te jouer dans la tête. C'est quand même assez difficile de sortir de, je veux dire, cette noirceur-là. À quel point ce but-là lui a fait du bien. Puis je pense que ça peut être un point tournant pour l'équipe de Boston, qui d'ailleurs était 36 jours sur la route, qui sont revenus à la maison, qui ont joué un match assez important. OK, vous allez me dire, oui, c'était contre Toronto, mais ils ont quand même, c'était les 2 équipes qui sont au bas du classement. Mais reste que je pense que cette victoire-là va faire énormément de bien à Boston. Et puis, c'était une belle contribution là, de Muller qui a eu 3 points sur les 4 buts de Boston. Oui, puis il ne faut pas manquer de respect au CEP de Toronto. Là. Ils ont 11 points. C'est à 6 points de la 3e place. Là. 6 points, c'est 2 victoires en temps réglementaire. Il leur reste 19 matchs cette saison. Il en reste encore du hockey. Le classement est quand même relativement serré quand on met ça en perspective. Tu sais, ils sont à... New York est 4e à 16 points, donc ils sont à 5 points d'une place en série. Donc, oui, ils n'ont pas la saison qu'on pensait qu'elles auraient. Le retour imminent de Nathalie Spooner qui a recommencé à patiner, puis il y a de plus en plus de rumeurs qui circulent à l'effet que elle pourrait être là justement pour le match. Est-ce que c'est en fin de semaine, là? Est-ce que je me trompe? Mais c'est en fin de semaine, je pense, le match au Scotiabank Arena à Toronto. Oui, c'est ça, c'est samedi le 25 contre New York. Il y a de plus en plus de rumeurs qui mentionnent qu'elle pourrait justement revenir lors de ce match-là. Et peu importe quand il va revenir, oui, il va y avoir un moment d'adaptation, mais je pense qu'on va voir une autre équipe de Toronto évoluer devant nos yeux. Puis je pense que Spooner, ça va les aider à bien performer durant le 2 tiers qu'il reste de la saison.
Moi, ma joueuse de la semaine, je suis content d'être pris Abby Boreen, Kim, parce que j'étais pas obligé de la prendre. Et j'ai pris Erin Ambrose, puis en fait, c'est un gros clin d'œil là, avec Erin Ambrose, parce que j'ai le sens du timing, moi, les filles, vous le savez. Il y a quelques temps, sur notre podcast, j'ai mentionné que Marie-Philippe Poulin connaissait peut-être pas le début de saison qu'on voulait d'elle au niveau statistique, au niveau offensif. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Marie-Philippe Poulin est rendue à 5 buts, 7 points. Bon, c'est peut-être pas non plus la même moyenne de points par match qu'elle nous a habitués l'année passée, mais quand même, il y a eu un certain réveil. Et là, je fais un article sur le Hockey News à l'effet que, Erin Ambrose... et je parle un peu de Poupe, je parle un peu de Stacey avant sa blessure, que les meneuses de l'équipe l'an dernier, cette année, c'est peut-être pas la même production offensive. J'avais parlé à Erin Ambrose, j'en avais parlé à Corey Chevary également à l'entraînement. Je sors un article là-dessus. Et qu'est-ce que Erin Ambrose fait la même journée que je sors mon article? Elle s'en va faire 3 passes contre Minnesota. Et là, 2 jours après... Qu'est-ce qu'elle fait contre Ottawa à Québec? 2 autres passes. Fait que là, Erin Ambrose est passé de 3 passes en 9 matchs à 8 passes en 11 matchs. Et là, elle me fait mentir, évidemment. J'ai l'air de l'épais puis là, je fais des farces, puis j'exagère un peu, là, je sais, j'ai pas l'air épais, mais, tu sais, elle m'a fait mentir, puis c'est correct, là, moi, j'ai fait un take la journée où j'ai écrit l'article, là. Je peux pas deviner ce qu'elle va faire dans ses 2 prochains matchs, mais on a vu un réveil offensif de la part d'Erin Ambrose, il y a pas de doute là-dessus. 5 passes en 3 matchs. Elle a été nommée, à moins que je me trompe, là, elle a été nommée dans les étoiles de la semaine, elle aussi. C'est la première étoile. C'est la première étoile, hein, c'est ça. C'était Ambrose et puis Boreen, les 2 premières étoiles de la semaine. Donc, pour vrai, tu sais, c'est correct. Moi, j'aime ça quand les gens me font mentir. Là. Je vais être la première. Puis je suis le premier à dire, vous voyez, c'est ma joueuse de la semaine. D'ailleurs, je reconnais qu'elle a connu une grosse fin de semaine. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'après le match avec Minnesota, Corey Chevary se fait questionner sur la performance de 3 passes d'Erin Ambrose et elle dit quelque chose comme c'était qui là qui m'avait parlé de sa production offensive était pas sa coche là cette année. Mais moi j'étais pas au match là, fait que j'ai pas pu lever la main là, sinon j'aurais esquissé un petit sourire avec Corey, puis c'est correct. Sa job c'est de protéger ses joueuses puis de les mettre de l'avant, puis c'est bien correct. Moi ma job c'était d'écrire sur ce qui se passait au moment où je l'ai écrit. Mais quelle performance d'Erin Ambrose qui a largement contribué là, aux 2 gains de la victoire le week-end dernier, dont c'est ma joueuse de la semaine. Hot take maintenant. Anso, c'est quoi ton hot take cette semaine? Ben là, en fait, comme vous allez pouvoir probablement constater, le match finalement qui était en point d'interrogation dans l'horaire de Montréal le 1er mars va avoir lieu effectivement au Centre Bell. Moi, il n'était pas un point d'interrogation dans mon horaire à moi. Ben, non, mais dans l'horaire, dans le calendrier, il n'y avait pas d'indication du match. Effectivement. C'est sûr qu'on le savait tous que c'était là, c'était juste pas confirmé. Maintenant, chose faite. L'année dernière, lorsque les filles ont joué, c'était une ambiance qui était électrisante au Centre Bell. Il y a 21 105 personnes qui étaient là. Je crois qu'il y a des gens qui n'avaient jamais vu du hockey féminin puis sont allés au Centre Bell puis ils sont vraiment restés sur leur appétit. Et là, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est que là, Montréal... Ils sont restés sur leur appétit? Ah, à cause de... Ben, ils ont tellement aimé ça que là, ils en veulent plus. Ah! OK, je comprends. Oui, puis en plus, l'équipe n'avait pas gagné, là, si je ne me trompe pas. Non, puis c'était Sarah Nurse qui avait fini, qui avait fait mal, c'était en prolongation que c'était arrivé. C'était un match qui était vraiment, vraiment serré. Puis, tu sais, on entendait, là, vraiment, là, moi, j'étais en haut, ça faisait pas longtemps, je m'étais fait opérer. Puis, honnêtement, de sentir cette énergie-là de la foule, c'était vraiment là, exceptionnel. J'imagine même pas c'était quoi pour les filles de jouer sur la glace, tu sais. Et là, ce que j'ai le goût de dire, c'est que si Montréal en séries éliminatoires, les séries devraient se jouer, ou du moins, au moins un match devrait encore être au Centre Bell. Parce que c'est une belle opportunité pour ces filles-là. À quel point que, oui, on parle tout le temps combien ça coûte d'ouvrir un centre de la Ligue nationale, mais si on est capable d'aller faire ça combe encore une fois au match du 1er mars, on est capable de le faire en séries éliminatoires. On a vu l'année passée à quel point c'était serré contre Boston.
moi, je pense que ça peut quand même faire un beau... ça peut être un beau projet. Puis j'aurais le goût de dire que tous les matchs de Montréal seraient au Centre Bell pour les séries éliminatoires. Écoute, sur ça, est-ce que pour moi, c'est même pas une question de est-ce qu'on peut remplir le Centre Bell en séries éliminatoires? La réponse est oui. Là n'est pas la question. Le Centre Bell est un des arénas en Amérique du Nord les plus utilisés à bien des sauces. Puis ce que vous voyez sur l'horaire des événements, mettons, qui sort avec Evenco, c'est pas la totalité des événements qui sont présentés au Centre Bell. Il y a beaucoup de corpos également. Le Centre Bell est utilisé à bien des sauces. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de prévoir des dates. Et déjà qu'en saison régulière, c'est pas évident quand on a un horaire, un calendrier bien précis. En série, c'est pire. En série, c'est pire parce qu'on ne peut pas le prévoir d'avance. C'est selon le classement rendu à la fin de la saison. Et la fin de la saison, c'est le 3 mai. Et là, rendu au 3 mai, il y a un mois, on aurait eu une autre discussion, mais là, maintenant, il faut l'avoir. Est-ce que le Canadien va être en série rendu au mois de mai? On ne sait pas. La saison de la Ligue nationale, je suis curieux de savoir par cœur. Je ne sais pas, mais je peux le trouver rapidement. Il y a la saison de la Ligue nationale qui est à considérer également. Si jamais le Canadien, justement, faisait les séries ou faisait pas les séries, ça aussi, ça a un certain enjeu. Vous voyez, le Canadien termine sa saison le 16 avril. Donc, tu sais, tout porte à croire que les séries vont commencer quelque temps après. Donc, 16 avril, probablement le 18 ou le 19, les séries vont commencer. C'est 2 semaines avant la fin de la saison de la LPHF. Donc, si le Canadien est en série... ça se peut. Puis s'il est en série, le Canadien, il ne sera sûrement pas premier. Quoique là, je ne veux plus rien avancer avec le Canadien. mais ça voudrait dire que c'est les matchs 3 et 4 qui seront à Montréal, donc pas les premiers. Est-ce qu'on va être rendu en 2e ronde, rendu là ou pas? Il y a tellement de points d'interrogation que le Centre Bell ne pourra pas se commettre d'avance. Et à un moment donné, il faut que tu réserves tes endroits. Tu ne peux pas réserver 3 arénas, il faut que tu en réserves une à un moment donné. Puis je pense que c'est pour ça qu'au final, la Place Belle va être l'endroit choisi. Oui, c'est sûr, mais moi, j'aimerais voir ça. Je comprends. Dans le sens que ça serait le fun de vivre cette ambiance-là, mais je comprends aussi les enjeux de disponibilité, les enjeux de faut faire la promotion des billets. Je comprends tout ça. Non, mais est-ce que ça serait le fun éventuellement d'avoir des matchs en série au Centre Bell? Comme Toronto, en fait, là, Scotiabank Arena, c'est la même chose. Là. Est-ce que ça serait le fun pour Toronto d'avoir ces matchs-là? Est-ce que Ottawa pourrait jouer au Canadian Tire Center? C'est toutes des options très, très, très plausibles parce qu'on sait que les marchés canadiens vont les attirer, les foules. Là. Oui, puis là, après ça, si jamais il y a des hors-jeux puis il y a des buts qui sont controversés, là, on pourrait avoir une reprise vidéo sur les... Mais c'est pas plus dans les règles. C'est pas plus dans les règles. Il est là le problème. Les règles ne sont pas parce que toutes les arénas ne sont pas conformes pour ça, mais si on est capable d'instaurer ça, au moins, ça pourrait être le fun. Mais blague à part, honnêtement, je pense que ça pourrait être un beau moment, mais vraiment, l'annonce là, du 1er mars, j'ai vraiment hâte. Puis ça va être une game contre Boston. C'est comme un peu un clin d'œil à l'année dernière aux séries éliminatoires. Montréal s'est fait éliminer en 3 matchs avec des triple overtime. Je pense que ça va être un bon match. Puis j'ai confiance que Montréal va sortir avec la victoire. Est-ce que vous avez déjà joué au Centre Bell dans votre carrière? Kim, Anso? Oui, on n'a pas fait un événement, là, Anso, genre le match en rose ou... avec les Canadiens, on avait joué, c'était contre Calgary. Puis il y avait seulement rempli le bol en bas. Il y avait peut-être 5-6 000 personnes qui étaient venues, mais justement, l'annonce des billets avait été publiée vraiment, vraiment plus tard. Puis avec, du moment de l'annonce a été faite jusqu'à la game, je pense que d'avoir accumulé autant de personnes, c'était quand même un bon nombre de spectateurs. Et je me rappelle encore, on jouait contre... Mashmeyer jouait à Calgary dans ce temps-là. C'était le fun, mais on était juste à 5 000, puis l'ambiance, c'est incroyable. Quand c'est tes partisans, puis c'est ce que je disais quand le match l'année passée, le monde, il était fou, là. 21 000 personnes qui t'encouragent, là, c'est incroyable. Quand on le sent à la Place Belle, là, quand il y a 10 000 personnes, imagine, là, c'est le double, un petit peu plus que le double.
C'est vraiment exceptionnel. C'était-tu à l'époque où vous jouiez la majorité de vos matchs à Étienne Desmarteaux? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il y a une différence entre 200 personnes à Étienne Desmarteaux puis 6000 personnes au Centre Bell, hein? J'ai retrouvé, là, c'était 6000 personnes. C'était en décembre 2016. Ouais. Les Canadiennes contre Calgary. J'essaie de voir, là, est-ce que c'était... Ouais, Charline gardait les buts pour les Canadiennes. Exact, c'était contre MASH. C'est exactement ça. C'est un excellent souvenir. Caro était encore avec l'équipe à ce moment-là. Oui. On avait-tu gagné? Oui. J'essaie, je vais me fier sur la parole d'Anso. J'essaie de voir, je lis en diagonale, j'arrive pas à trouver la marque finale, mais si Anso dit oui, je vais me fier sur Anso. Je me souviens, tout le reste, je sais pas si c'était 2-1 ou 1-0. Moi aussi, j'ai 2-1 en tête. Moi, je me rappelle d'un but que Marie-Philippe avait fait. On avait fait ça à un point, à un face-off. Un face-off qu'on avait fait, puis elle avait marqué, c'était malade. C'est ça, c'était le 11. C'était un jeu préparé. Ouais. C'était le 11 décembre, puis Caro Ouellette avait eu son 300e point en carrière lors de ce match-là. C'est fou, hein? Quand même. Excuse-moi, j'ai dit le 11 décembre, le 10 décembre. C'est pas le même match. Je me mélange de match. C'était le 10 décembre. Vous aviez gagné 1-0 contre l'Inferno de Calgary. Voilà. C'était Pou qui avait marqué. C'est ça, exactement. Ouais. C'est mon Dieu, Je te dis, je me rappelle comme... Ce but-là, je me rappelle... C'était hier, là. C'est-tu le seul match que vous avez joué au Centre Bell? Ou c'était votre premier à l'époque? Non, je pense que c'est le seul match. Ouais. Ouais. On a joué à la Place Belle, à Laval, sur la petite glace et ou la grande glace aussi, mais Centre Bell, je pense que c'est la seule et unique fois là, avec une équipe. Et puis de mémoire, là, on jouait dans l'après-midi, puis le Canadien jouait le soir. Je sais plus c'était contre quelle équipe, mais il avait donné une rincée, là, ça a fini comme 7-1 ou... Parce qu'on était sur la galerie de presse en haut, puis là, il y a quelqu'un qui disait « Hey, les filles, vous devriez jouer plus souvent! » Ah ouais! Ouais, c'est drôle. Je me souviens plus c'était quoi le pointage, mais c'était quand même une grosse différence. Là. Il y avait exactement, là, la Gazette rapporte qu'il y avait 5938 spectateurs, ce qui est à l'époque, pour ce que le hockey féminin et la CWHL était, tout un succès. Là. C'était oui, pas... puis en plus, c'était vraiment l'annonce des billets ou l'annonce de ce match-là je pense qu'il a été faite dans la deuxième semaine de novembre. Là. Il y avait moins de 1 mois pour organiser tout ça. Je ne sais pas si, justement, ils attendaient de la disponibilité de la glace ou pourquoi que ça n'avait pas été fait avant, je ne sais pas. Mais avec le peu de temps qu'on avait, c'était vraiment un événement qui avait été une belle réussite. J'admire vraiment ta mémoire. Le Canadien avait battu l'Avalanche 10-1. Bon, c'est ça. Pacioretty avait eu 4 buts, une passe, Plekanec avait eu 4 passes. Voilà. Wow! Ben écoute, moi, à partir d'aujourd'hui, si j'ai à m'obstiner avec quelqu'un, ça va être avec Kim. Wow! Bref, Kim, toi, ton hot take de la semaine? Ben moi, c'est un peu dans la même lignée que Danso. Tu sais, on parlait du Centre Bell, d'avoir 21 000 et plus de partisans. Moi, c'est en lien avec Boston. Boston, ils ont un peu plus de misère avec leurs partisans de remplir une aréna complète. Là, ils vont jouer 2 matchs au domicile de Boston University. Fait que j'ai hâte de voir comment que les gens vont répondre à cet appel-là, de voir est-ce qu'ils sont capables de remplir cette aréna-là. Si oui, ou sinon, peu importe, là, mais c'est peut-être une bonne idée d'envisager de déménager dans une plus petite aréna pour être capable de vendre le plus de billets et d'avoir des salles combles à chaque match. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir, puis qu'est-ce qui va être avec la vente des billets de tout ça. Là. Ben, 100%. Et puis, on en a parlé aussi sur le podcast. Pour moi, Boston est plus problématique que New York au niveau des assistances cette saison. Là, ça a quand même bien été là, pour la partie de mercredi à leur retour, mais ça faisait quand même 36 jours qu'ils n'étaient pas à la maison. Donc, ils ont attiré près de 4000 personnes, 3951, ce qui est pas mauvais. Mais le gros problème, c'est pas... Oui, c'est les assistances, mais c'est aussi où
le Tsonga Center est situé, c'est-à-dire à Lowell, dans le Mass, à 1 heure et demie, et des fois même plus, tout dépendamment quand il y a de la circulation trop intense pour sortir de Boston. Donc, il est là le problème. C'est comme si, tu sais, nous ici, là, fallait absolument passer par Descaries, puis la métropolitaine en heure de pointe, puis prendre la 15 après. En temps normal, ça prend peut-être 20 minutes de se rendre à la Rive-Nord, mais là, ça va peut-être te prendre 1 heure et quart. C'est un peu la même situation avec le Tsonga Center, qui est déjà situé un petit peu plus loin que Boston, puis avec le trafic, c'est pas évident. Alors là, de venir jouer en plein cœur de Boston, parce que c'est ça s'appelle le Agganis Arena où Boston University joue. D'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est là que Marie-Philippe Poulin a joué son hockey universitaire, d'ailleurs, avec les Terriers de l'Université de Boston. Puis, tu te dis, ben là, si c'est en plein cœur de Boston, ben là, il y a plus de façons de se rendre. Il y a le transport commun, c'est en plein cœur de Boston, c'est pas tellement loin du TD Garden, du Fenway Park, ce genre d'amphithéâtre mythique-là à Boston. C'est un aréna de 6150 personnes. Donc, c'est pas de l'aréna nécessairement tant plus petit, mais on est capable peut-être justement de le remplir, puis surtout d'attirer du monde qui sont déjà à Boston, qui n'auront pas à se taper le trafic, puis ils vont peut-être dire « Ah, let's go, allons-y », puis on va être capable d'aller voir du hockey sans nécessairement être pris dans la grosse circulation. Donc, je pense que c'est une excellente initiative du côté du Fleet de Boston. Puis, c'est sûr, ça ne change rien pour cette année, mais si Boston fait les séries, on pourrait jouer nos matchs éliminatoires là-bas. Ça, c'est une option. Est-ce que sinon, la semaine... pas la semaine, mais l'année prochaine, est-ce que justement, ça pourrait être le nouveau domicile du Fleet? Moi, je pense que c'est vraiment une option à regarder. Et parce que le hockey féminin, là, c'est ça qui me déçoit là, de Boston, c'est que le hockey féminin, vous le savez, là, vous avez joué contre... voyons, c'était quoi l'équipe de Boston? Le Pride. Vous avez joué contre le Pride de Boston. C'était une bonne ville de hockey, le Pride de Boston. Là. C'était un bon marché. Puis regardez juste en fin de semaine, là, le fameux Bean Pot, ce mini-tournoi universitaire avec toutes les équipes dans la région de Boston. Ça a attiré un record de 13 279 fans au TD Garden. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas... Ça, là. Ben oui, c'est pas parce qu'il n'y a pas des fans de hockey féminin dans la région de Boston, mais le TD Garden est vraiment bien placé, bien situé comparativement au Tsonga Center à Lowell. Et c'est ce qu'on va retrouver davantage avec la Agganis Arena. Donc, excellent point que tu amènes, Kim. De mon côté, mon hot take de la semaine, c'est au niveau du repêchage. Parce que le Hockey News a publié sa liste à mi-saison des espoirs potentiels pour le repêchage de 2025. Évidemment, il y a encore des points d'interrogation dans le sens où il y a des joueuses universitaires américaines qu'on ne sait pas encore si elles vont se rendre disponibles au prochain repêchage ou pas. Entre autres, Abby Murphy du côté de l'Université du Minnesota, qu'on ne connaît pas encore vraiment son statut, mais si elle se déclare, et comme elle n'a pas dit qu'elle ne serait pas au repêchage, elle est première en ce moment, mais évidemment, si elle dit qu'elle veut jouer une année de plus universitaire, ça ne sera pas elle qui va être choisie. Mais j'ai regardé la liste et j'en fais un constat un peu triste. C'est que probablement, comme l'année passée, il y a peut-être juste une Québécoise qui va être repêchée dans tout le repêchage. Parce que quand tu regardes la liste des 42 meilleurs espoirs, c'est-à-dire 7 rondes pour 6 équipes, advenant qu'il n'y a pas d'expansion, évidemment, il y a une seule Québécoise qui est classée dans les 42 meilleures. Elle est classée quand même assez haute, c'est 26e. C'est Maya Labad du côté de l'université. Je vais faire une hey, Wanzo! Quinnipiac. Je pense que je l'ai dit correctement. Ouais. Je pense que je l'ai dit correctement, Quinnipiac. Puis Labad, je vous en avais parlé parce qu'elle avait, entre autres, là, participé au tournoi en Europe au mois de décembre avec
avec l'équipe de développement canadienne, là, lorsqu'on n'a pas envoyé les joueurs qu'on retrouve au championnat mondial, mais plutôt celles qui sont universitaires. Il y avait elle et il y avait Eve Gascon qui représentait le Canada. Je pense qu'elle a marqué des points là-bas avec les recruteurs et elle pointe au 26e rang. 26e rang, ça voudrait dire 5e ronde. 4 x 6, ouais, c'est ça. 5e ronde, donc à peu près la même ronde qu'Emi Fecteau avait été repêché l'an dernier, ou en tout cas dans ce coin-là. Donc, on parle là, des 2 dernières rondes pour Maya Labad, mais bon, c'est quand même 26 sur 42, donc elle est quand même bien positionnée jusqu'à maintenant. Et quand tu regardes la liste, ben la prochaine Québécoise, là, elle est loin là, sur la liste. C'est Jessie-Maude Drapeau, en fait, de l'Université Concordia, qui est 59e. Tu as Alex Siguet, qui joue présentement en Suède et qui était justement disponible l'an dernier pour le repêchage, qui n'a pas été repêché, qui est 62e. Puis tu as Marianne Picard, qu'on voit entre autres à la Classique KR à chaque année, qui joue avec l'université, avec les Badgers du Wisconsin, qui est 70e. Donc, même si on ajoutait 2 équipes d'expansion, ça veut dire 12 choix de plus et qu'on amenait ça à 54, il y a quand même juste une Québécoise dans les 54 premières. Ça peut changer, il y a encore du hockey qui va jouer, mais ça ne regarde pas bien jusqu'à présent. On le sait, les Québécoises puis le U-Sports, c'est pas ce qui est nécessairement bien coté par les différents directeurs généraux, les différents recruteurs de la LPHF, à tort ou à raison. Moi, je pense qu'il y a peut-être un meilleur milieu à atteindre, mais c'est sûr qu'il y a un step entre le U-Sports et, mettons, la WCHA, là, la grosse division NCAA américaine avec Wisconsin, Minnesota, Ohio State et tout ça. Parce que même au niveau du U-Sports, là, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui sont U-Sports et qui sont bien cotées là, dans ce repêchage-là. Il y a Cordick qui est là. Il y en a peut-être 1 ou 2. Je pense qu'il y en a 3 au total dans les 42 premières. C'est déjà 3 fois plus que l'an dernier. Mais au niveau des Québécois, ça demeure le même ratio. Donc, j'espère me tromper, sincèrement. Il y en a d'autres qui vont avoir des invitations, c'est sûr, mais j'ai l'impression quand même des Québécoises qui vont faire un peu comme Rosalie Bégin-Cyr ou Audrey-Anne Veillette cette année et qui vont se retrouver en Europe, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Tu veux jouer au hockey, tu veux continuer à te développer, puis s'il y a des équipes d'expansion, ben tu peux être appelé à revenir dans cette ligue-là 100%, mais au niveau du repêchage, ça pourrait ressembler à ça. Mais j'espère que tu te trompes aussi. Allez-y donc, mais pas en même temps. Ouais. Non, mais je trouve que, c'est vrai, puis tu dis, les équipes sont pas, c'est pas le même niveau de compétition, mais tu regardes une équipe comme Concordia, moi, je crois quand même que cette équipe-là est capable de rivaliser contre des équipes, même de la grosse ligue. C'est peut-être pas toutes les équipes, je te dirais pas, peut-être McGill qui a peut-être un peu plus de difficultés ces temps-ci, mais nous autres, quand je jouais là, à l'université, on allait contre les équipes, on jouait contre Harvard, on jouait contre Yale, on jouait contre BU. On en faisait cette tournée-là, puis c'était des matchs qui étaient serrés. C'était pas un automatisme. Oh, on joue contre l'université québécoise, ça va être plate, puis on va se faire battre. Là. Fait je pense que faut faire attention quand même dans ce qu'on dit, parce qu'il y a des équipes qui sont quand même capables de rivaliser, puis il y a des joueurs qui sont très, très, très bons ou bonnes et qui sont capables de même performer. Puis, c'est un choix après d'aller aux États-Unis versus de rester ici. Tu as l'éducation aussi. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? C'est que, avant, en tout cas, nous autres, quand on faisait nos choix universitaires, c'est que tu allais aux États-Unis. Le problème, tu graduais, puis là, tu revenais au Québec. Soit que tes études n'étaient pas reconnues, puis là, il fallait que tu fasses plus d'études encore. Fait que ça aussi, c'est comme un choix qui était, en tout cas, qui pesait dans la balance pour moi quand j'ai pris ma décision. Puis j'espère que, vraiment, le RSEQ va continuer à prendre son envol, puis qu'on va prendre une équipe comme l'Université de Concordia. On regarde une équipe comme Bishop qui vont prendre de l'ampleur, puis qui vont vraiment se renforcer, puis qu'on va garder le talent des Québécoises ici. Kim, t'allais dire quelque chose, toi aussi? C'était un peu comme ça, je voulais m'en aller. Puis, je me souviens, nous, dans nos années, Anso, vous, McGill, vous étiez extrêmement forts. Vous avez fait ces tournées-là, vous avez gagné des matchs contre les équipes américaines. Mais, on regarde, Anne-Sophie Bété a choisi de rester au Québec. On a une Charline Labonté, Kim Saint-Pierre,
Catherine Ward, Mélodie Daou. Ils sont toutes restées ici au Québec. Kat Ward, elle a fait les deux. Là. Oui, elle est allée, mais on s'entend, mais elle est quand même venue. Oui, elle est quand même venue pareil. Mais je veux dire, elle a fini sa dernière année, puis c'est des filles qui étaient sur le programme national. Fait que, tant qu'à moi, même si tu restes ici, tu as quand même ta chance d'être sur les équipes puis aller dans des championnats nationaux, aller aux Olympiques, ainsi de suite. Mais il faut garder nos talents au Québec ici, puis qui arrêtent de partir. T'sais, on veut développer le hockey féminin, on va être au sommet au Québec, mais il faut que les talents restent ici, puis on continue de grandir. Parce que c'est sûr, si toutes les meilleures s'en vont, après ça, nos équipes sont plus faibles. Fait en souhaitant, comme exemple, Concordia, dans les dernières années, ils se sont tellement améliorés. Ils ont gardé des très bonnes joueuses ici au Québec. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Fait qu'il faut continuer vers cette lancée-là. Puis d'arrêter de penser que si on va aux États, on va avoir un meilleur développement. Là. C'est pas vrai. On est plus là. La seule différence, le seul bémol que je vais amener à ton commentaire, Kim, c'est les joueurs que tu as nommés viennent d'une autre génération où je pense que le Québec était davantage vu par les recruteurs, par exemple, d'Équipe Canada. Alors que maintenant, on le sait que Sherry Piper, qui est à la tête du recrutement, vient même pas voir les joueuses ici au Québec jouer. Donc, tu sais, à l'époque, c'était Mélodie Davidson qui s'en occupait et Mélodie Davidson rencontrait les entraîneurs ici au Québec, collégiales, universitaires, les invitait même à ces camps d'entraînement-là, mettons, à Calgary ou à Ottawa ou ailleurs, à Toronto. Et là, on n'a plus cette même relation-là pour une raison que personne ne s'explique. C'est le Journal de Montréal, d'ailleurs, qui avait fait un gros topo là-dessus à l'automne. Et le danger avec tout ça, et je suis 100% d'accord que à la base, j'aimerais qu'il y ait plus de lumière sur les joueuses du RSEQ, qu'elles soient mieux positionnées dans les repêchages et tout ça. Là. Évidemment, là, je suis 100% en arrière de ça et pour ça, j'en fais pas. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais en même temps, c'est les faits en ce moment qu'on voit, mais c'est pas parce que je veux pas que ça arrive. Cependant, la crainte que j'ai, c'est si pendant quelques repêchages consécutifs du côté de la LPHF, il n'y a pas de Québécoise qui est repêchée ou il n'y a pas de joueuse du U-Sports qui est bien positionnée, ben à un moment donné, ces joueuses-là, à un moment donné, vont regarder ça, ils vont dire, bon, ben, si je vais être repêché par la LPHF, il faut que j'aille dans la NCAA parce que les 3 derniers repêchages de la LPHF me démontrent que 95% des joueuses de la NCAA ou du repêchage c'est des joueuses de la NCAA comparativement à U-Sports. Donc, c'est ça le danger en ce moment. Fait que oui, ce sont des années quand même vitales à ce niveau-là pour ne pas perdre davantage de joueuses. Ça, c'est important. Puis j'ai hâte de voir justement l'année où une Gabrielle Santerre puis une Émilie Lucier vont être disponibles, qui sont peut-être les 2 talents qui se démarquent le plus de leur génération en ce moment. Ben, j'ai hâte de voir si justement elles vont être bien cotées dans les listes de repêchage, parce que ça pourrait faire une grosse différence. Et si elles sont boudées au repêchage, ben ça va envoyer les mauvais messages. Ouais. Alors, s'ils sont boudés, par exemple, c'est qu'il y a une équipe qui va les avoir à rabais, là, dans le sens que ça, tu sais, est-ce que après ça, admettons qu'ils sont pas repêchés, ils sont invités au camp de Montréal, finalement, ils se taillent une place, ben, Crime Montréal va avoir mis la main sur 2 personnes qui ont beaucoup de talent, tu sais. Fait que ça va être quand même difficile, puis je sais que le chemin est pas facile, puis ton explication est super claire, Pat, mais ce qui est poche, c'est que, tu sais, ils évaluent par rapport à leur ligue, mais il y a tellement un gap, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis, il y a quand même un gap entre les rangs universitaires versus la LPHF. Puis, je pense qu'on demanderait à n'importe quelle fille qui sont recrues cette année ou qui ont été recrues l'année passée, ben tout le monde a été recru, mais ceux qui graduaient de l'université, à quel point il y a une différence. Fait que ça va vraiment être dans l'œil des recruteurs de vraiment être capable de voir l'opportunité puis le talent des joueurs, puis de le transposer dans une équipe ou dans une ligue qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus physique. Fait que ça va être, au niveau des recruteurs, je pense qu'il va y avoir du gros travail qui devra être fait. Là. Moi, j'ai parlé à des recruteurs, des agents et des directeurs généraux dans la dernière année. Et les 3 m'ont dit un message sensiblement pareil. Il y a un gap entre les grosses universités NCAA, là, le WCHA, là, Ohio State, Minnesota, Wisconsin, c'est cette ligue-là, et le Northeastern puis le East Coast. Et il y a un gap entre
le East Coast et le U-Sports. Moi, c'est ce que ces gens-là me rapportent. À tort ou à raison, je le répète, c'est pas mon œil à moi, c'est leur œil à eux. Je vois pas assez d'hockey universitaire américain pour être capable de bien juger. Par contre, je sais que quand Concordia s'en va jouer à Harvard ou s'en va jouer sur la côte Est, il en gagne des matchs. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que c'est une exception? Est-ce que c'est Concordia qui est boosté? Et bon, on sait, il y a quand même Julie Chou et Caroline Ouellette en arrière de cette équipe-là, ce qui est pas, sans vouloir rien enlever aux autres entraîneurs-chefs, c'est quand même pas négligeable. Là. C'est quand même deux personnes qui ont du métier et qui sont bien respectées. Puis je pense qu'ils font une très bonne job à Concordia, mais ils ont les joueurs aussi pour aller avec. Alors, est-ce que justement... est-ce que c'est un préjugé défavorable que le Québec et le Canada, en fait, au complet, a? Parce que je regardais là, la liste, là, j'ai vérifié pendant qu'on parlait, il y a seulement une joueuse. Il y a même pas une joueuse du U-Sports dans les 42 joueuses, les 42 meilleures joueuses classées par le Hockey News pour le prochain repêchage. Pas une du U-Sports. La première pointe au 44e rang, c'est Mackenzie Cordick, qui, pour la petite histoire, est la nièce de feu John Cordick, qui a déjà joué avec le Canadien dans les années 80, un gros batailleur. Là. C'est dans mes années à moi, là, mais c'est la fille de Dan Cordick qui a joué qui a joué dans la Ligue nationale longtemps. Bref, c'est elle, à British Columbia, qui est la meilleure classée 44e rang. Puis ensuite, Leah Herford, qui a joué justement aux Universiades là, avec Émilie Lucier, puis avec Émilie Lavoie sur le même trio, qui arrive au 55e rang, qui joue à Waterloo. Donc, tu sais, c'est dommage. Puis ça, ces listes-là, ben, je comprends, c'est le Hockey News, mais veut pas. Il n'y a pas une centrale de recrutement comme la Ligue nationale. Donc, c'est sûr, ces listes-là font... bon, chaque équipe a son propre recrutement, mais pour le commun des mortels, ces listes-là parlent énormément et ça fait en sorte que, ben oui, c'est pas avantageux en ce moment pour les Canadiennes, encore là, à tort ou à raison. Puis, ben, on est tous dans le même bateau, on espère que ça va changer. J'ai une question, est-ce que vous aviez été approchés, vous autres, par des universités américaines à l'époque que vous avez choisi respectivement McGill puis les Carabins? Moi, oui. En dessous aussi, là. Ouais. En dessous par plusieurs, toi. Là. Moi, il y en avait une, mais tu sais, moi, je me souviens, c'était quoi? Il était venu chez nous, j'avais 16 ans, moi. Moi, c'était au Vermont. C'était pas loin de chez nous. C'était les Catamans? Ouais. Tu sais, ils sont venus super à la maison, j'avais 16 ans. Puis là, sors le papier, OK, tu signes là pour... mais attends une minute, là, j'ai 16 ans, là, je suis pas prête à prendre une décision, je sais même pas ce que je veux faire dans la vie, là. T'étais encore au Nouveau-Brunswick à ce moment-là? Ouais, j'étais chez mes parents, je sais pas, dans le temps, je devais être en 10e année, genre, 11e année. Fait que, tu sais, il me restait encore une année de secondaire. Mais eux, tu sais, le plus tôt, ils signent. On n'a pas ça des 11e années. Je sais, mais il y a juste vous autres au Québec. Il y a juste vous autres qui est différent. En Ontario, c'est comme nous autres. Nous autres, on a un 16e. Hey, j'aime comment c'est tourné vite sur le Québec. Vous autres au Québec, là. Toi, Anso, c'était quoi les équipes qui t'avaient approché? J'avais Boston University, j'avais Clarkson, j'étais allée le Vermont, j'avais fait une visite à Ohio State. C'était incroyable. On était allés, il y avait un match, c'était la finale Michigan contre Ohio. Et il m'invite ça, on s'en va. Hey, c'est épique, là, le football américain, là, universitaire. Là, on s'en va là. Finalement, Ohio State gagne. Ils ont gagné. Là. Fait que là, le monde, ils s'en allait sur le terrain. Ils ramassaient des mottes de gazon, ils se mettaient ça sur leur épaule, puis ils marchaient dans la rue. J'ai dit, mais non, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils ramassent du terrain que, tu sais, Ohio, ils ont gagné. Fait, en tout cas, c'était vraiment... ça a été vraiment un voyage mémorable, mais tu sais, ça revient à dire que j'ai décidé d'aller à McGill, puis c'était pour... notamment pour l'éducation, tu sais, parce que je ne savais pas exactement dans quoi je voulais m'en aller plus tard, puis je voulais pas continuer à faire d'autres études, tu sais, avoir fait 4 ans, puis que finalement, ben, c'était 4 ans, puis, tu sais, de partir, moi, j'étais une petite fille de la ville de Sept-Îles, j'avais déjà quitté comme ma famille pour venir à Montréal, on dirait que j'étais pas encore prête à refaire cette séparation-là, tu sais, malgré le fait que tu peux penser que t'es plus vieux, tu sais, pour moi, mon père, il m'a suivi au hockey toute ma vie. Puis, tu sais, d'aller à Ohio, mais là, c'était loin pour lui de voir. Tu sais, je dis pas que j'ai fait ma décision juste pour ça, mais
Je suis quelqu'un d'extrêmement proche de ma famille, puis c'est important qu'ils puissent me suivre. Fait que, un peu la somme de tout ça, mais ce qui fait la grosse différence aussi, c'est l'argent. Le fait que tout est payé là-bas, tu te fais comme un peu acheter, hey, tu vas avoir 2 paires de patins, tu vas avoir tant de bâtons. Ici, au Québec, c'est pas aussi livré sur un plateau d'or là, ou d'argent, peu importe. Là. Mais c'est ça que je trouve triste, puis à quel point que c'est ce qui attire les jeunes, puis c'est ça qui fait que leur décision de c'est cool, là, tout est payé, puis fait que ça, en tout cas, c'est un débat qui est quand même pas évident. Puis c'est sûr que quand tu penses par la suite de se dire, je prends une décision dans le but de peut-être à me tailler une place sur les équipes nationales, de me tailler une place maintenant dans la LPHF. Fait que ça va être intéressant de voir comment que ça va évoluer au cours des prochaines années. Mais comme on l'a mentionné un peu, on l'a effleuré, des coachs comme Caroline Ouellette puis Julie Chu avec le programme de Concordia, c'est vraiment de la qualité, là. On a beau parler de là-bas, là, du niveau de jeu, mais c'est aussi d'aller chercher cette qualité d'entraîneur-là, une bonne éducation aussi. Fait que c'est beaucoup de choses à penser, mais sujet intéressant. Pour terminer sur le repêchage, il y a une autre Québécoise que je n'ai pas nommée qui fait partie de la liste des à regarder, là, le watch list, comme le Hockey News l'appelle en anglais, et c'est la Québécoise Maude Pépin, qui est du côté de l'Université Bishops, qui d'ailleurs a été en feu là, depuis le retour des activités, là, sans Gabriel Santerre en plus. Là, c'est 6 buts, une passe pour Maude Pépin depuis que les activités du RSEQ sont reprises, puis elle trône maintenant au sommet du classement des meilleures pointeuses avec 19 points puis 13 buts. Elle a devancé Émilie Lucier, mais là, évidemment, les joueurs sont revenus. Ils n'ont pas gagné la médaille d'or là, aux universiades. Ils sont inclinés devant la Tchéquie 2-1 pour remporter ultimement la médaille d'argent. Mais là, les joueurs vont revenir et puis le cours normal de la saison va reprendre. On va terminer, les filles, avec les prédictions. Et là, évidemment, qui dit prédiction dit classement. Et j'ai un update sur le classement. Alors, voici. En dernière position, en fait, en troisième position aussi, là. La médaille de bronze. Une médaille de bronze. Hey, écoute, on est 3, ça serait vraiment triste qu'il y en a un de nous 3 qui ne soit pas troisième. Avec 41%, Kim. Oh, donc, j'ai augmenté. Tu montes, oh, tu as monté de 2%. Tu as été chercher des points sur Anso, parce qu'Anso, elle, ça a été catastrophique. Ça a commencé fort et ça s'en va pas de la même façon que ça a commencé. Tu es rendu à 48% de bonnes prédictions. Et maintenant, je trône au sommet seul. La semaine dernière, on s'est partagé la tête, Anso et moi. Et là, je trône au sommet seul avec 56%. Mon match Montréal-Minnesota m'a beaucoup aidé. J'ai eu 3 sur 3, là. Plus, j'étais le seul à avoir dit qu'il y aurait eu plus de 5,5 buts. J'ai eu le Abby Boring qui a marqué et Montréal qui a remporté le match. Mais il y avait tellement eu de punitions dans ce match-là. Là. Moi, je blâme les arbitres. Là. Ils devraient écouter notre podcast, eux autres. Là. mais c'était un match quand même. Texte Elimanta, puis règle ça avec elle. Ouais, c'est ça. Non, c'était Marie-Ève Couture qui était là. C'était Marie-Ève Couture. C'était elle, puis je pense, l'autre, je la connais pas, mais en tout cas, on disait, d'après moi, Pat a parlé aux arbitres. Oui, parce que ça a été 4-1. Je me rappelle, on se textait vendredi soir dernier. Puis j'étais là 4-1. Il manquait juste un but. Il y a eu un power play de Minnesota. Ils ont marqué et ça m'a donné mon 6e but. J'étais yes! Bref. Je me suis dit que je vais aller après toi dans les paris. Puis je vais faire un pari contrarien. Fait que je vais parier contre l'opposé de qu'est-ce que toi tu gagnes. Wow! Pour être capable de le remonter. Oui, mais tu sais... Je peux pas avoir les mêmes choix, là. Tu le sais pas, Kim, mais tu sais, quand moi et Anso, on a fait Gage-tu à TVA Sport, j'avais le dessus sur Anso aussi. Tu sais, c'est ça qui arrivait. Je vous écoutais à chaque jour. Wow. Monsieur qui porte sa carte d'accès TVA pendant l'émission. Monsieur qui oublie son manteau d'hiver en studio après une émission de Gage-tu, puis qui arrive à Rimouski, pas de manteau d'hiver. Ça, c'était parfait. Le match de samedi 25 janvier au Scotiabank Arena, donc devant une possible salle comble également à Toronto, dans l'aréna des Maple Leafs. Toronto, New York, plus ou moins de 5,5 buts, Anso? Je vais y aller à plus.
On le sait que Toronto, des fois, les gardiens, c'est pas toujours facile, malgré que ça a été quand même plus serré dans les derniers matchs. Mais New York, j'ai confiance en leur production offensive. Kim, de ton côté? Moi aussi, au-dessus, over. Au-dessus, bon, ben je vais y aller avec moins, moi. Parce que c'est Corinne Schroeder. Ça va être le big game feel. Tu sais, c'est pas sa foule à elle, mais je me dis, jouer devant 20-21 000 personnes, Mais tu confirmais que c'est elle qui garde les buts? Ben, non, parce que c'est jamais confirmé si longtemps d'avance, mais j'ai de la misère à penser que ce ne sera pas Corinne Schroeder qui va... Surtout que New York n'a pas joué depuis le 15 janvier. Donc, ça serait surprenant qu'ils ne mettent pas leur gardienne numéro 1 dans un gros match au Scotiabank Arena, diffusé à CBC en plein après-midi, samedi. Donc, moi, j'y vais avec moins à cause de Schroeder. Qui va marquer dans le match? Kim? Moi, j'y vais avec Nurse. Nurse, Sarah Nurse. Mm-hmm. Oui, bon choix. Anso? Je pense que ça fait du bien, ça ferait du bien. Je pense qu'elle aurait besoin d'aider son équipe. Ça fait un bout qu'elle n'a pas marqué, je pense, ça, Sarah? Sarah Nurse, ça fait... mais il me semble qu'elle avait eu une bonne passe, mais là, ça serait C'est un bon choix, Kim. Ouais, Anso, moi, je pense que Spooner, elle va jouer, fait que tu devrais la prendre. Sarah Nurse n'a pas marqué depuis le 21 décembre contre Montréal, justement. Ouais. Et jusqu'à présent, cette saison, c'est 7 points en 11 matchs. Tu sais, je parlais beaucoup tantôt là, des Pou, Ambrose, qui n'ont pas la même production offensive de l'an dernier. Ben, Sarah Nurse en est une autre, hein, ça. C'est 7 points en 11 matchs cette année. L'an dernier, elle a terminé la saison avec 23 points en 24 matchs. Là. C'est 1 point par match. Et elle n'est pas là cette année. Donc, un bon choix devant les siennes, devant un aréna rempli à Toronto. Anso, ton choix? Ben moi, j'ai le goût d'y aller avec Carpenter. Vous êtes surpris, hein? Mais c'est parce que là, ça fait quand même 3 matchs qu'elle n'a pas de points. Il va falloir, je pense que je vais y envoyer un message. Il va falloir qu'elle se réveille un petit peu. Parce que j'avais dit qu'elle allait finir avec au moins 1 point par match à la fin de... on est presque là, tu vois, le 24 mars. Ça, c'était l'année passée. Mais en date d'aujourd'hui, elle a... Pour peut-être les statistiques devant moi. Oui, j'allais mentionner tantôt. Elle a 10 points en 10 matchs. 5 buts, 5 assists. Exact. Fait qu'on est on target. Mais là, il faudrait qu'elle marque. Ça fait longtemps, là, 3 matchs qu'elle n'a pas de points. Fait que je pense que c'est l'heure. Mais moi, je vais aller avec l'autre à New York, Sarah Fillier. Moi, je pense que justement... C'est mon autre choix. Encore une fois, dans un gros match comme ça, je pense que Fillier, c'est là qu'elle performe encore mieux. Qui va gagner, New York ou Toronto, Anso? New York. J'y vais avec New York. New York, Kim, toi aussi. J'y vais avec New York, moi aussi. Évidemment... Tu vas pas avec Toronto qui joue à la maison, avec la foule? Ben non, j'ai pris Schroeder puis j'ai pris Fillier. Écoute quand je parle. Écoute, il essaie de te faire changer de choix. Mais tu vois, je monte le classement, là. En fait, si Spooner, tu sais, pour moi, le gros point d'interrogation, c'est Spooner. Si Spooner joue, ça peut venir changer la game. Mais pense-y, ça fait quand même un bout qu'elle n'a pas joué. Là. Est-ce qu'elle va être limitée dans son temps de jeu? Est-ce que, tu sais, comment qu'elle va se sentir? Là? On peut pas assumer qu'elle va être un copier-coller de l'année passée, là. Non, 100%, surtout qu'on le voit, il n'y en a pas beaucoup de copier-coller de l'an passé. Là. Exact. Donc, je suis d'accord avec ça, mais c'est juste que, tu sais, le retour d'une joueuse, ça te donne une raison de plus. Tu veux gagner pour ta coéquipière qui revient, tout ça. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais bon, voyons voir. Boston, Minnesota, dimanche, du côté du Xcel Energy Center, plus ou moins 5,5 buts. Anso. Je vais y aller au-dessus. Tiens. Au-dessus pour Boston et Minnesota. Toi, Kim? Moi aussi, j'ai mis au-dessus. Tu as mis au-dessus. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Je pense que c'est le genre de match où il va se marquer des buts entre Minnesota et Boston. Mes prédictions, moi, que j'avais fait la semaine passée, là, j'avais dit que Poulin allait compter dans le match à Québec. J'avais dit que Coin allait compter dans le match de mardi. Puis, il y en avait un autre. Ben, Crime, ils ont tous compté dans le même match. Poulet a compté, Corn a compté. C'est pour ça, moi, là. T'avais les bonnes joueuses, t'avais pas le bon match. Bon, c'est ça, exact. Du côté, ben justement, qui va marquer entre Boston et Minnesota? Kim, est-ce que tu prends ta préférée, Britta Curl?
Non, je change, là. La dernière fois, à rien fait. À te chier dans les mains. Hey, Deux games. deux games, t'es choqué, là. Fait que là, on switch. Là, maintenant, on apprend. Là. Fait que je vais avec Izzy, Taylor Izzy. Taylor Icy, OK. Bon choix, toi, Anso. Moi, je vais aller, je vais rester avec Coin, je vais rester fidèle avec elle, en espérant qu'elle me rende justice cette fois-ci. Moi, je vais aller du côté de Boston et je vais prendre Hilary Knight. Du Ça côté fait de longtemps, Boston. elle aussi. Elle a-tu compté, c'était quand, ces derniers... Justement, dans le match de 4-1 de cette semaine, Alina Muller a marqué, Megan Keller a marqué, mais pas Hilary Knight. Hilary Knight, tu vois, son dernier but, c'est le 2 janvier contre Minnesota. Mais elle n'a pas une mauvaise... Elle a eu un bon début de saison. Elle a ralenti depuis quelques matchs. Je pense que on pourrait l'avoir rebonzé. Mais écoute, elle a eu 11 points l'an dernier. Elle en a déjà 8 cette année en moins de la moitié des matchs. Ouais, non, elle a une très bonne saison. Hein. Oui, exactement. Qui va gagner? Boston, Minnesota, Kim? Minnesota pour moi. Minnesota, Anso? Moi aussi, Minnesota à la maison. Ça se résume à ça. Je vais y aller avec Minnesota, moi aussi. Ottawa, New York, du côté, c'est lundi, en fait, et ça va se dérouler. Ça va se dérouler à New York, si ma mémoire est fidèle. Ça va être mardi, j'ai dit. Non, quelle journée j'ai dit? Je suis perdu. Lundi. Lundi, New York, Ottawa, au TD Place, plutôt. Oui, lundi. D'Ottawa. Donc, lundi, à Ottawa, TD Place, plus ou moins 5,5 buts. Anso. Je vais aller moins que 5,5 buts. Kim. Moi aussi. Voyons, Anso, tu me copies, là. Oui, moi, je vais y aller avec plus. J'ai confiance dans ce match-là. J'ai confiance dans ce match-là. Qui va marquer? Moi, je vous le dis d'avance, là, j'y vais avec Brianne Jenner. OK. Bon choix. Anso? Moi, je vais appeler Jade, puis je vais dire Marc. Je vais avec Jade Downey-Landry. Bon choix, ça. Bon choix, Kim. Ils ont compté, puis ils ont eu quand même des belles présences, malgré le fait que c'est le 4e trio. Je trouve qu'elle est quand même bien impliquée avec la rondelle. Elle lance souvent au filet. Elle va débloquer. Là. Tu vas-tu appeler Jiggy, toi, Kim, ou... Non, moi, je vais appeler Sarah Fillier. La fille prend pas de chance. T'es même pas obligé de l'appeler. Et New York, Ottawa, qui va remporter le match, Anso? C'est dur, hein, ce match-là, on dirait. Ouais, j'hésite. La dernière fois, là... OK, vas-y, Kim. New York. C'est New York. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était au Prudential Center. Ottawa avait gagné 3-2. Je vous dis ça comme ça. C'est ça, là. Puis, tu sais, quand on regarde le match qu'ils ont joué contre Minnesota, Ottawa était quand même capable de gagner. Ouais. En plus de ça, c'était même pas Mashmeyer qui était dans les filets. C'était... rappelle-moi son nom, Pat. C'était la deuxième gardienne, Gwyneth Phillips. Gwyneth Phillips, elle a eu un blanchissage en plus. Mm-hmm. Et puis c'était tellement drôle. Est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux où à la conférence de presse, il y a une question qui lui est posée, puis elle a eu une crampe à la main. Puis là, il était comme, je peux pas parler, j'ai une crampe à la main. Habituellement, c'est une crampe au cerveau qu'on a quand on n'est pas capable de répondre à une question. Oui, mais d'après moi, elle a trop fait d'arrêt avec sa mitaine. Peut-être qu'il y avait de quoi... En tout cas, je lui lève mon chapeau là, parce que ça a été quand même un bon match de sa part. J'hésite. Moi, je prends Ottawa. OK, je vais aller avec New York. Ah, je le savais, tu ferais ça, je voulais t'influencer. Ça a fonctionné. Kim, tu m'as dit New York, hein? Oui, New York. Bon, on va voir après ces 3 matchs-là si Kim ou Anso, vous allez être capable de venir me rejoindre parce que je faisais des farces tantôt, mais on répète, là. En termes de prédiction, Kim en a 11, Anso en a 13, moi j'en ai 15. Ouais. Tu sais, c'est serré, là. Une mauvaise semaine, puis vous me rattrapez, puis on est tous égales. Et bien sûr, il n'y a pas d'enjeu. Il faudrait se mettre un enjeu. Et vous auriez dû garder vous auriez dû garder la coupe, là, au lieu de la redonner à Mégane Brouillard, là. Je suis sûre que si on l'appelle, on va la remettre en jeu.
Hey les filles, ça a été un plaisir de faire ça avec vous autres encore une fois aujourd'hui, de super belles discussions, puis toujours le fun de jaser de hockey féminin avec vous. Je vous invite à consulter ma page hockeyféminin.ca, oui, où je partage toutes mes chroniques, articles et autres que je fais sur le hockey féminin. Au nom d'Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!